السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم sur la chaîne Basma TV. Basma TV qui s'est absenté pendant un petit bout de temps. Donc il revient maintenant pour proposer de nouvelles émissions, notamment celle-ci. Et donc nous vous proposons cette émission qu'on a intitulée Thaqafat Bladi. Donc c'est une émission culturelle qui a pour objectif de promouvoir la culture à travers des présentations d'artistes, que ce soit des chanteurs, des photographes, etc. etc. Donc pour commencer cette émission, je tiens à vous dire d'abord Sahar Ramadankum ou Kul Aam wa Antum Bikhair, Inch'Allah. Et pour commencer l'émission, donc pour ce premier numéro, nous avons un artiste exceptionnel. Donc qui dit art algérien, qui dit art algérien et Montréal, dit automatiquement ce que j'appellerais moi le leader de Cha'bi à Montréal. Et j'ai nommé Monsieur Jamal Lahlo. Monsieur Jamal Lahlo, marhaba bik. Allah yassalmak, merci beaucoup. Je suis honoré que je sois présenté comme ça et je suis honoré aussi qu'on commence l'émission ou qu'on reprenne l'émission avec moi. Et c'est tout l'honneur est pour moi. Ben, tout merci le plaisir beaucoup. est pour nous en fait. Donc Voilà, merci d'être comme avec ça. nous aujourd'hui. Donc pour commencer, c'est Jamal Lahlou. On va essayer en fait dans le cadre de l'émission, on va essayer de faire un peu le tour de votre parcours artistique, donc du début jusqu'à la fin. On sait que vous avez grandi dans une atmosphère artistique où l'art faisait partie déjà de votre milieu familial. Je sais que votre père lui-même était un passionné. Oui, c'est un mélomane, c'est quelqu'un qui a touché à la guitare, qui a touché le oud, etc. C'est lui qui m'a donné ma première guitare ou qui était là pour me pousser. Il était sévère, oui, c'est vrai, dans le sens où il me poussait pour étudier et, alhamdoulilah, j'ai étudié. Mais d'un autre côté, comme il était artiste, il ne souhaitait pas forcément d'avoir des enfants artistes, mais il m'a inculqué cette culture-là d'aimer l'art. Non seulement la guitare, le chant, etc., mais aussi les petits trucs de la vie comme ça, arranger une petite ampoule c'est artistique, hein, astiquer, je ne sais pas, sa Renault 4 à l'époque, etc. Pour moi, c'est une introduction à exercer l'art. Il était artiste né, personne ne le connaissait, mais quand il prenait son oud à la maison, nous, on l'écoutait d'une façon à le respecter. Et c'est un peu ça qui m'a introduit, dès mon jeune âge, à être à l'écoute, mais aussi apprendre un instrument de musique. Et j'ai continué avec ça jusqu'à, je dirais, exceller. Alors voilà, j'ai côtoyé les meilleurs de ce monde de l'art, alhamdoulilah. J'ai joué avec le regretté Grouabi, avec tous les autres. Hein. Je ne vais pas les nommer. Et c'est une chance. C'est une chance. Super. Et parlant d'instruments, justement, je sais que, on a une petite anecdote pour nos téléspectateurs, je sais que vous avez donc conçu votre propre première guitare vous-même. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, on n'était pas riche. Mon père n'avait même pas, ne disposait pas de son propre instrument de musique. Il y avait un coiffeur à l'époque, il est toujours là, d'ailleurs je l'ai rencontré cette année dans notre quartier à Diyar el-Jma. Et c'est là où il retrouvait Cheikh Namous, etc., des anciens du Cha'bi. Et à chaque fois, on lui passait un instrument de musique. Il venait avec à la maison. C'est là où je me suis introduit à côtoyer ou à toucher l'instrument, mais je n'avais pas un instrument propre. Ça coûtait de l'argent. Lui, son argent, il mettait ailleurs, dans notre éducation, dans sa Renault 4, comme je disais tout à l'heure, etc. Ma mère ne travaillait pas, comme beaucoup de mamans à l'époque. Et donc, avec mes voisins de mon âge, on fabriquait des petits trucs. Moi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, avec un truc de Flitox à l'époque, comment on appelle ça, un insecticide, Oui, voilà, c'est ça. et un manche à balai. Et j'ai réussi à avoir un petit truc comme beaucoup l'ont fait. Je ne suis pas le premier d'ailleurs, mais c'était mon instrument. On peut dire en quelque sorte que c'était votre première réalisation artistique, Si votre vous entrée voulez, dans le domaine. si vous voulez. Et j'arrivais quand même à faire toute une touchia à l'époque. Super. Voilà. Vous avez parlé justement, vous avez mentionné le nom de Cheikh Namous.
J'aimerais bien que vous me parliez de ce grand chir que vous avez côtoyé personnellement. Oui, il habitait mon quartier et c'est lui qui m'a montré beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai fait l'école andalouse, mais avant ça, c'est lui qui me montrait c'est quoi la différence entre l'Iraq et le Ghrib. Voici ce qu'il faut faire pour passer d'un mode à l'autre, les touacha, les stikhbarat, etc. Il était là, lui, c'est quelqu'un de très généreux, hein, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, et il n'a pas d'école. Vous savez, un quartier populaire, ça a son bon côté, son mauvais côté, mais le bon côté, c'est qu'on peut côtoyer des gens comme ça. À l'ART, on le voit avec son charisme, avec son savoir-faire, mais dans Mahouma, il est quiconque. Mais moi, quand je le vois à la télévision, je le vois devant moi, je m'accrochais toujours à lui. J'étais là et il fallait que j'apprenne. D'ailleurs, j'ai continué à le faire dans mon taxi et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Comment j'ai côtoyé les grands de ce monde, comme je disais tout à l'heure, quand par exemple quelqu'un comme le Hashmi Grouabi est à Montréal, moi je prends congé. Une semaine, il est là. Une semaine, je suis avec lui. Et c'est ce que j'ai fait avec le Qubbi, avec Shaou, avec tous les autres, avec Mourad Jafri, avec Hamidou, etc., etc. Il vient, je les prends dans mon taxi, je les kidnappe. Je leur fais le tour de la ville, mais j'apprends tellement avec eux que c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage. Ce n'est pas seulement les trucs des Nouba ou des Stikhbarat, mais aussi la connaissance et la culture, etc. Alors à chaque fois, je me posais la question, ce monsieur-là qui a réussi dans son domaine, c'est quoi l'élément qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? À chaque fois, je trouvais les réponses. Soit dans sa voix qui est forte, soit dans sa personnalité, comment il parle aux gens, soit sa maîtrise de la scène, son regard. Il y a tellement de trucs comme ça. Il y en a d'autres qui réussissent parce qu'ils sont bons, ils sont populaires, comme Mourad Jafri par exemple. Il est d'une gentillesse extrême. Les gens l'aiment parce qu'il est comme ça. Il ne se la joue pas. Il y en a d'autres qui ont de très belles voix, etc., mais ils ne réussissent pas parce qu'ils sont difficiles d'accès, etc. Alors, c'est des trucs qu'on décèle quand on côtoie des gens comme ça. Et c'est un peu ça que... C'est pour ça justement que je dis que je suis chanceux. En côtoyant des gens comme ça, les meilleurs de ce monde, j'ai appris d'eux. Je ne dis pas que je suis devenu je ne sais pas quoi, je m'en fous. Mais l'essentiel, c'est que j'ai su prendre des choses que beaucoup n'ont pas eu la chance parce qu'ils n'ont pas approché ces gens-là. Et c'est comme ça. Et c'est des choses qui viennent naturellement. Je crois que c'est une qualité qu'un artiste doit avoir, cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette modestie, cette admiration envers son shir et d'essayer d'apprendre des trucs et tout. Ce que vous faites, Et ça vient aussi peut-être de la curiosité intellectuelle. Quelqu'un qui a fait l'université ou qui a lu bachelor, il va savoir qu'il y a, je sais pas moi, il y a un cursus. Si moi, peut-être, je n'ai pas réussi à devenir ce que mon père voulait, je sais pas, un chercheur, je suis chercheur dans mon domaine, dans le domaine de l'art. Peut-être que j'écrirai un livre avec tout ce que je vais apprendre, et je cherche toujours à apprendre. Et c'est comme ça. Donc les éléments qu'on s'approprie ou qu'on s'octroie, ils vont servir d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que le monde a changé en parlant du travail par exemple, ou c'est quoi la réussite. On peut étudier dans une chose et exceller dans une autre, ou on peut changer. Le monde change maintenant aujourd'hui. C'est ça la force de chacun. Il faut la retrouver dans ce qu'on a à l'intérieur. Tout à fait. Un artiste, en fait, quand on parle d'art, c'est nécessairement de la créativité. Absolument. La créativité, c'est du nouveau, c'est toujours apprendre des nouvelles, du courant, des nouveaux courants, des trucs des artistes, des anciens, mais aussi apprendre c'est ça l'important justement. Touche, quoi. Exact. Ben, ça dépend. Maintenant, quelqu'un peut exceller dans comment dire ça, un chanteur haouzi ou un chanteur andalou, il peut exceller avec sa voix, sa manière de jouer, etc. Et on attribue toujours sa contribution à la belle façon d'interpréter dans le cadre de l'école, etc., le respect des indications du maître, etc. Mais il y en a d'autres
que je parlerai par exemple de la nouvelle génération. Moi, je ne suis pas jeune. Ben, je suis jeune. C'est pas là, dans le sens où je voulais dire, c'est-à-dire que je veux toucher où la créativité ou la création dans mon domaine est plus ouverte. C'est-à-dire que moi, quand je fais une chanson shabi, je ne la joue pas comme l'ont joué les maîtres. J'essaie de donner une touche. Si ça marche, c'est bien. Si les gens aiment, c'est très bien. Sinon, j'ai essayé. C'est pour ça que la réussite d'une création, c'est le fait d'oser, le fait d'essayer, le fait de donner, de travailler à sa manière comme on le ressent. Il y a toujours quelque chose qui est inexpliqué. La création vient dans un moment où il y a, je sais pas, une cristallisation de tout ce qu'on a appris avec des aspirations. Je peux parler de philosophie, mais de toute façon, c'est pas... En tout cas, c'est quelque chose qui touche. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est clair. D'ailleurs, comme je parlais avec un bon collègue à moi tout à l'heure, on parlait des artistes qui essayent de reprendre des chansons des anciens, comme par exemple vous-même, vous le faites, ou Mourad Jafri qui chante à la Grouabi et tout. Même s'il ne le fait pas nécessairement à la façon, à l'ancienne, il le fait, et ça fait pas moins artistique. En fait, l'art, c'est un peu tout ce bagage-là, c'est chacun ce qu'il peut apporter, que ce soit un plus par rapport à ce qui a été fait ou un nouveau carrément. Donc c'est ça qui enrichit un peu la culture. Je voudrais ajouter justement dans ce sens, le fait d'imiter, moi je pense que c'est un passage obligé. Ça fait partie de l'apprentissage. Chacun, surtout dans le shabi, dans le hawzi, etc., dans le classique en général, il faut passer par une école pour maîtriser. Puis après ça, si ça donne qu'on est capable de sortir du carcan, c'est bien. Sinon, c'est un apport considérable de conservation de la manière de faire. Et donc, il ne faut pas voir les gens qui imitent ou qui essayent de le faire à la manière de tel, comme quoi c'est pas bon. Moi, je ne juge pas de toutes les façons, mais c'est une lame à double tranchant. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui a des capacités vocales autres ou différentes de celui qu'on essaie d'imiter, ça peut nous détruire. Le Anqa qui, par exemple, il a une voix forte dans telle gamme. Moi, si je vais chanter dans sa gamme, je ne pourrais pas. Et si je fais les choses à sa façon, peut-être que je n'arriverai pas. Mais si je les fais à ma manière, autrement, je ne sais pas, j'allais dire Tchaïkovski, je dis n'importe quoi, ça pourrait marcher. Tout à fait. Donc parce c'est que quelque chose que vous allez ressentir. Voilà. Mais ça viendra avec le temps, ça vient avec l'expérience, etc. On ne peut pas naître quelqu'un. Il faut bien commencer quelque part. Voilà, vous parlez de conservation. Voilà. C'est sûr qu'il faut garder la tradition ou la base du style, comme dans votre cas, c'est le shabi ou le hawzi. Donc il faut commencer quelque part avec une certaine tradition, un savoir-faire, un bagage culturel. Mais c'est ça, donc les gens qui essayent d'imiter et apporter quelque chose de nouveau par la suite, c'est aussi bon et c'est d'autant plus que ça enrichit un peu la culture. Et aussi, il y a un autre point, ça dépend de chacun, de chaque musicien, de chaque interprète. Il y en a qui vont rester dans un style, il y en a d'autres, bien sûr, qui vont voyager, qui vont essayer de toucher d'autres sonorités, d'autres couleurs, d'autres manières de faire. Dans mon cas, j'ai commencé avec le shabi. Ça venait des tripes, je l'ai vécu le shabi. Je passais mes fins de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, dans des soirées. Que je sois invité ou non, je m'introduis. Justement avec mon cheikh, qui est justement le joueur de banjo connu, on parlait de Cheikh Namous. À un moment donné, quand je voyais qu'à tel mariage ou à tel hafla, je ne pouvais pas rentrer, qu'est-ce que je faisais? Je m'approchais de lui, je lui prenais son banjo. Alors et je rentrais comme si j'étais un musicien. Alors pour moi, c'était ma façon d'avoir du plaisir en écoutant ça, mais c'était mon école aussi. Et justement, le fait de faire cette école-là, il y a l'écoute, il y a aussi la pratique.
La pratique, on n'a pas de cheikh derrière nous qui va nous dire il faut le faire de cette manière. Donc c'était les cassettes, etc. C'est une manière autodidacte. On a beaucoup appris comme ça. Et heureusement qu'il y a les écoles de l'Andalou qui ont renforcé toute cette génération qui ont un bagage extraordinaire. Hein. Tous les chanteurs que vous voyez aujourd'hui sur la place à Alger, à Naba, à Constantine, ils sont passés par l'école andalouse. Et ça, c'est un apport considérable. Le jeu de voix, la maîtrise des voix, etc. De la façon. D'ailleurs, le fait de jouer dans un orchestre, c'est une force que n'a pas tout le monde. J'aime beaucoup les chanteurs rails, mais il y a certains chanteurs rails, par exemple, qui ont l'habitude de jouer tout seul avec un instrumentiste. Et bien, quand ils se retrouvent à jouer avec un orchestre, il n'est pas capable. Parce que c'est une autre façon de gérer. Et dans notre cas, dans le Chabi, dans l'Andalou, surtout dans le Chabi et le Houzi, le chanteur, c'est le maître avec son mandol ou avec son violon. C'est lui qui guide. Ça veut dire qu'il va faire attention à la locution, en tout cas au passage d'une qsida à une autre, mais aussi de gérer tout le groupe, ouais. Toute l'équipe qui est avec lui. Et ça, on devient forcément un chef d'orchestre, que beaucoup n'ont pas. Et donc, je dirais qu'il y a des choses quand même assez riches dans notre façon de faire, chabiste et houziste, etc. Il faut en parler. Il ne faut pas sous-estimer ce tribut qu'on a. Et ça laisse parler d'autres choses aussi. Ça nous emmène à parler du Melhoun. On a un tribut extraordinaire. Moi, quand je vais à Alger ou à Casablanca ou à Tunis, j'achète j'en ai des centaines, et heureusement on les trouve aujourd'hui, de diwan qui étaient écrits dans les années 1500, 1700, etc. Et on voit la richesse de cette culture orale, heureusement qui a été écrite. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne regardent pas ou ne lisent pas ou n'écoutent pas cette richesse-là? Malheureusement, moi je ne dis pas malheureusement, c'est à moi, c'est ça, c'est à nous, chanteurs, de donner le goût à ces jeunes-là d'une façon intelligente. Essayons de trouver le moyen, la couleur, pour justement les ramener à écouter. C'est pas grave si moi je fais un CD, 2 CD par année, par 2 ans, mais au moins je vais attirer quelques-uns à aimer cette façon de faire. Ancienne peut-être, il faut la... Mais ça reste nos racines. C'est ça, théoriquement c'est beau, tout le monde le sait, mais il faut justement l'enrichir pour que les gens s'intéressent, pour que les jeunes s'intéressent. Absolument, et c'est ce que vous faites d'une façon excellente. D'ailleurs, si vous permettez, la dernière fois, vous avez d'ailleurs proposé quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, une chanson qui fait partie de notre patrimoine, qui est Qomtara, que vous avez interprété ou innové avec... interprété, voilà, c'est ça, à la façon jazz. Avec une touche jazz. Voilà. Ça, je l'ai fait dans 2 objectifs. Plutôt ramener les Occidentaux, les gens qui aiment le jazz, à s'intéresser à notre culture. Leur dire qu'il n'y a pas de frontières. On peut, à travers un beat jazz, écouter une chanson andalouse, Qomtara. Bien sûr, ça prend du courage pour le faire, je m'explique tout à l'heure. Et le deuxième objectif, c'est de ramener le jeune à s'intéresser, le jeune algérien, à se dire « Ah oui, Qomtara, oui, on peut l'écouter de cette façon. » Je ne dis pas que j'ai réussi, moi j'avais peur au début, c'est vrai. Mais je me dis, ce qui ne tente rien n'a rien. Moi, ça ne me dérange pas que j'essaye une façon de faire. Donner une couleur à Qomtara qui est classique, une belle chanson que tout le monde connaît, pas en Algérie seulement, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Moi, je ne connais pas les frontières. Ou je ne reconnais pas les frontières. Sinon, si moi, je n'essaye pas, ça ne sera pas quelqu'un, comment dire ça, quelqu'un comme Grouabi, par exemple. C'est vrai qu'il a créé toute une école. Il a osé parce que il a allégé le Chabi. Le Anqa, il a renforcé les bases du Chabi, qui n'existaient même pas. Il s'appelait Aroubi, ou il s'appelait Madih, ou il s'appelait peu importe. Il a ramené quelque chose. Pourquoi lui, ou eux,
qui ont innové dans ce sens ont réussi. Et je ne voudrais pas que toute une génération va se dire, ah, voici les balises, il faudrait qu'on suive. Non. Bien au contraire, il faut innover, il faut enrichir et rajeunir. Rajeunir comment? C'est donner une touche. Chacun essaie à sa manière, sans s'inquiéter d'appeler tel courant par telle appellation. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on appelle ce qu'on fait par du néo-shabi ou du shabi nouveau. Je m'en fous comment il va s'appeler. Mais l'essentiel, c'est le contenu et le nombre de gens qui vont l'écouter et l'aimer. Et ils vont continuer à l'aimer. Je n'ai pas peur. Quand je vais à Alger, je vois les gens, par exemple, Flares, c'est comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est la même chose. La ruée vers le shir, ils vont écouter religieusement. Ça fait plaisir. Et il y a des adeptes, il y a des gens qui aiment ça. Et on continue. À la radio, c'est sûr que peut-être qu'ils vont passer moins de chansons. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez mentionné l'exemple de Cheikh Hashmi Garouabi, justement, qui à son époque, avec la chanson... avec la chansonnette. Ouais. C'était à l'époque, sa mission, c'était justement de rajeunir ce shabi qui était à l'époque assez ancien, avec la base que vous avez dit de l'Anqa et tout. Et d'ailleurs, à l'époque, la chanson orientale ou égyptienne en particulier prenait un peu plus d'ampleur, qui laissait un peu plus à l'ombre la chanson shabi. Et d'ailleurs, comme vous avez dit, il a super bien réussi. Et là, l'apport, à l'époque, on ne le voyait pas comme ça. Je suis bien d'accord. Pas forcément, pas seulement Garouabi. Garouabi, ce n'est pas lui qui l'a écrit. C'est un bon interprète extraordinaire, avec la voix la plus belle que j'ai jamais... avec lequel j'ai jamais joué, c'est clair. Garouabi et derrière lui Mahboub Bati, Allah yarhamou. Mahboub Bati, il a révolutionné la chanson algérienne, surtout la chanson algéroise. Même s'il a touché à beaucoup de styles, il a beaucoup rendu service à la chanson shabi. Et d'ailleurs, on se fait des jaloux chez nos voisins. Ils voient ça, le melhoun, qu'on appelle communément la chanson andalouse avec ses dérivés, entre autres le shabi, qui s'est beaucoup mieux développé chez nous à Alger que chez nos voisins. Même s'il provient des fois de nos voisins. Voilà, les textes, ça va et ça vient, et heureusement. C'est justement une belle façon. Sinon, Mahboub Bati, avec la chansonnette justement, à l'époque, c'était aimé par les jeunes, par les femmes qui dansaient sur ces airs-là. Les puristes, chabistes, n'aimait pas cette façon de faire parce qu'on est un peu jaloux, parce que lui, il a du succès, parce qu'on veut voir tous les jeunes jouer à la manière de l'Anqa. Et c'est un peu ça, et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut défier. Garouabi, il l'a défié, et maintenant, tout le monde reconnaît que oui, il a fait un pas en avant, et il a renforcé la manière de faire dans le shabi. Et c'est ça, justement, que les jeunes doivent comprendre, ils le comprennent. Il y a toute une génération, moi, je n'ai pas peur. Je peux vous les nommer, les gens qui travaillent dans ce sens. Il y en a des innovations, il y en a de la rénovation, il y en a de l'édification. En tout cas, on va trouver tous les synonymes, ouais, c'est ça. Mais sinon, ça travaille. Mais ça permet en tout cas cette perpétuité de la tradition shabi. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est s'attacher trop à la tradition, comme faisaient les réticents par rapport à ce que faisait Hashmi Garouabi. C'est un peu une lame à double tranchant. C'est bien de s'attacher à la tradition de l'Anqa et tout, mais il faut aller de l'avant et un peu abolir ces frontières. Absolument, absolument. Lui-même, Garouabi, tout le monde sait que il imitait à un moment donné, comment il s'appelle, Mrizaq, avec sa voix, etc. Et à un moment donné, il a sorti sa façon de faire et il est allé de l'avant. Et maintenant, il y a des centaines de personnes, de jeunes et moins jeunes, qui l'imitent avec plaisir d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Moi-même, je l'ai imité à un moment donné. J'ai imité Abdallah Gattaf, j'ai imité l'Anqa à un moment donné. Quoique je voyais que ma voix n'allait pas avec tel ou tel style. Maintenant, quand je chante, je ne dis pas que j'ai ma manière, mais ma façon, là où je suis à l'aise, je le fais à ma manière. Voilà. Tout à fait. On se retrouve un peu mieux dans son style. Ou voilà. Dans sa, et dans mon cas, les données ou la donne est différente.
En parlant de ma façon de faire ou les styles que je touche, oui, je viens d'un milieu de Chabi, mais j'ai touché à beaucoup d'autres styles. Je suis à Montréal, il n'y a pas que des Algérois. Je ne vis pas à Alger. Le besoin est là pour interpréter tous les styles. Alors imaginez, je vais jouer dans un mariage ou je représente dans des festivals la musique algérienne. Je n'ai pas le droit de chanter que du Chabi. Oui, je l'ai fait quand j'étais avec Tim Gad en 92 jusqu'à 97. Je jouais ou je prenais le côté Chabi. J'étais le chanteur Chabi parmi 3 chanteurs. Il y avait un chanteur kabyle, il y avait moi qui faisais le Chabi, il y avait Abdeslam, le chanteur orani. Il n'est pas d'Oran, mais il fait du rail, d'une belle face, il a une très belle voix. Et là, je pouvais me permettre de faire juste du Chabi et du Houzi. Maintenant, je joue d'une façon, comment dire, pas avec un groupe tout seul. Là, il fallait toucher à tout. J'ai découvert ma passion à la chanson vis-à-vis de la chanson kabyle. Je fais du kabyle. Le constantinois, il m'interpelle aussi, je fais du constantinois. Le chaoui, c'est de chez nous, oui, je le fais. À un moment donné, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de Riassa, je fais la chanson bédouine. Et là, je peux dire que je touche pratiquement tout. Quelqu'un qui aime, qui est passionné par l'art, il ne peut pas se limiter à faire juste de cette manière. Le Chabi, il sera écouté peut-être par les amoureux de la chanson Chabi, et ça s'arrête là. Mais si on veut représenter tout un pays ou toute une région... il faut bien exposer toute cette diversité culturelle, et c'est tout en votre honneur d'ailleurs. Alors, si vous voyez dans mon dernier CD, eh ben, il y a 8 chansons, 8 rythmes, 8 styles. Il n'y a pas un rythme qui va se répéter 2 fois. Il n'y a pas. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Si vous permettez, Monsieur Jamal Ahlou, on va partir en pause tout de suite avec votre premier clip. Vous voulez le présenter si vous voulez? Le premier clip, je fais 2 clips en tout. Ça, c'est en rapport avec le premier CD, Zint El Bouldan. D'ailleurs, j'ai fait un clip sur Zint El Bouldan, qui est un voyage dans l'Algérie, j'allais dire profonde, ou en tout cas, c'est une façon, ou une manière de dire à mon pays, je t'aime, en 3 langues. Nos langues nationales, et, le kabyle, l'arabe et le français. Et donc, le deuxième clip que j'ai fait d'une façon professionnelle, d'ailleurs, c'est un réalisateur connu qui m'a aidé à le réaliser, Boubarras, que je salue. C'est l'histoire de la perte d'un être cher. Ça pourrait être notre père, ça pourrait être notre ami, ça peut être quelqu'un qui représentait pour nous quelque chose. Et à l'époque, c'était relié à la situation du pays. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées et chacun se retrouve à sa manière dans cette chanson. Il n'est plus là avec nous, il est parti. Et donc vous allez voir que je défile. C'était l'éloignement de la mère patrie d'ailleurs. Dans un sens, voilà. C'est ça. Donc vous allez nous en parler un peu plus en détail justement là-dessus. On vous laisse sur ce clip et on revient après cette pause. أنا اليوم جيتك نحكي جبت لك قصة من والا تفهمها بالك تبكي تفكر قصتك وقيلة يحسمعوني أنا مكوي جمرة حمرا شعالة بالك تنطفى عندما نقول أوه أوه لا 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 اللي مكتوب علينا مجرد بالتبيين واللي في الجبين ياك ما ينحوه اليدين ما بقى لي نزيد نلاقيك حيل العينين مول القد الغصن العالي زاهر زين وحنين
نمثيلو في الدنيا يحلالي وين نلقاوي. كيف نصبر كيف نواسي شكون يفيدني بمسالة، زعزع قلبي وحساسي كي جاني الخبر قبالة. قلت ما معقول يا ربي جرالي هاد المسالة، فارق العزيز حبيبي قلت محال لا 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 لا. كان في ممو العين عزو بزاف بزاف، يكون الهول في الحومة انا عليه نخاف. حق الاجل عيطلو خلى قلبي جاف، اعطيني صبر يا ربي تبرد نار الجواف. قلت غير خيال ما جرالي ما صدقت بنشاف، قلبي باللي مكني غاب عليا، ما بقالي ننظر صورته في عياني. سرداه المولى عني بعدو عليا، ما يلي غنسلم لله مركناني. ما بقاشي هنايا، ما بقاشي هنايا. ارحموا يا ربي 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 ارحموا يا ربي. Se va el moreno mío se va. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, en compagnie de notre cher invité Jamal Hlo. Toujours fidèle. Super. Donc, on va continuer un peu, raconter un peu votre parcours. Je sais que vous avez fait des études universitaires en sciences politiques. Vous avez travaillé par la suite en journalisme. Et parlant de journalisme, justement, j'ai entendu dire que la chanson qui vient de passer a été faite en l'honneur du disparu Smaïl Sahler. On vous cache rien. C'est vrai que c'est vrai. D'ailleurs, dans le clip, vous allez voir que mon visage était blême, etc. Ce n'est pas que je jouais le jeu. C'est vrai que j'ai fait du cinéma dans d'autres sphères, mais dans ce clip-là, je pensais vraiment à lui. Et en même temps, à tous ceux qu'on a perdus, Smaïl Sahler, pour moi, c'était un collègue. J'ai fait avec lui mes premiers articles dans le journalisme. J'ai étudié avec lui en sciences politiques. On a fait magistère en Sciences Po, relations internationales ensemble. Et pour moi, c'était quelqu'un qui représentait pour moi, comment dire ça, la réussite, la volonté de réussir, le sens de responsabilité. Je lui disais à l'époque, quand ça allait mal en Algérie, j'étais jeune à l'époque, et lui aussi d'ailleurs, on voulait vivre, etc. Je lui disais, viens, rejoins-moi ici à Montréal. Il me dit non,
Si toi tu pars, l'autre part, c'est qui va rester prendre en main le pays? C'est carrément comme ça. Hein. Et il a fait de son mieux, il a travaillé fort, il a excellé dans ce qu'il faisait. Juste avant de mourir d'ailleurs, il est devenu rédacteur en chef de la télévision algérienne, du journal télévisé. Et c'est un peu ça. Donc mon cursus universitaire était lié à un ami qui est Ismaël Saleh. D'ailleurs, depuis sa mort, moi j'ai pris du recul. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus continuer mes études. Je ne pensais qu'à lui et à mon pays. Ça me faisait trop mal. Et pour guérir un peu, parce que ça me faisait mal, il fallait que je fasse autre chose. D'un autre côté, j'ai une famille, il fallait la nourrir. Il faut penser à continuer à vivre malgré tout. J'avais de l'espoir dans tout et comme être humain, j'ai choisi de travailler, pas d'effacer pas de ne plus regarder en arrière, mais de continuer quand même à bâtir. Voilà. Et ce clip-là, c'est un peu un clin d'œil ou un hommage en mémoire d'un ami. Voilà. Génial. Et parlant de votre immigration, vous êtes venu ici en 89. Vous êtes installé ici. En 89, je me suis inscrit à l'université d'Ottawa pour faire une maîtrise en sciences politiques. Après ça, moi comme artiste, écoutez, avec ma guitare, c'était la première chose que j'ai achetée. Une guitare. Je ne l'ai pas ramenée d'Algérie. Avant d'acheter un oreiller, je vous le jure. Alors j'ai tout de suite regagné ou créé une petite troupe là-bas à Ottawa, là où j'étais inscrit à l'université. On était 4 ou 5 musiciens. Il y avait Andreb qui était marocain, un guitariste tunisien, un Américain qui nous faisait les claviers, qui y avait d'autres aussi, et j'étais le chanteur. À l'époque, j'essayais de trouver dans un répertoire qui serait adéquat. Alors je chantais du Idir, je chantais un peu du Grouabi, etc. Je n'avais pas écrit encore des chansons à moi, mais j'essayais depuis ces moments-là, cette période-là, de varier et de trouver quelque chose qui serait accrocheur. Et à un moment donné, je voyais que moi, je répondais toujours à un besoin. J'étais à l'université, il y avait des Maghrébins qui voulaient montrer notre culture. J'étais là, mon apport, c'était dans le côté musical. Et c'est un peu comme ça que, petit à petit, je suis devenu professionnel. J'ai regagné une troupe à l'époque, Team GAD, à Montréal, en 92. Je suis devenu un des chanteurs, donc on était 3. Après ça, en 87, on avait... ça allait mal en Algérie, je voulais prendre du recul. On dirait que je voulais vivre un deuil, ou je ne sais pas en tout cas ce qui se passait dans ma tête. À un moment donné, il fallait que je prenne du recul vis-à-vis de mon activité de chercheur, d'étudiant, mais aussi de chanteur. Puis j'ai repris par un besoin. À un moment donné, il y avait, je ne sais plus si c'était en 2004, où il y avait le déluge sur Alger, la pluie, Bab el-Oued. Et là, on m'a appelé, on me dit, écoute, tu es algérois, tu fais de la musique algéroise, et ça s'est passé à Alger, on va faire un hommage à ce qui s'est passé en Algérie. Oui, ça m'a interpellé, j'ai répondu oui, et c'est depuis que j'ai repris ma guitare et mon mandol pour chanter publiquement. C'est un peu comme ça que c'était un retour. Mais c'était un retour en force. Je n'avais jamais quitté le fait de jouer, enfin la guitare, je suis accroché, je ne peux pas vivre sans ça. Dans mon sous-sol, chez moi, je le fais chaque soir. Pour mes enfants, pour ma femme, pour moi, et c'est un besoin. Mais pour vous dire que je réponds toujours à un besoin, on dirait qu'il y a une interaction entre ce que je fais d'une façon responsable avec un besoin qui s'établit à force, avec la force. Vous réagissez toujours par rapport à ce que vous vivez. Un peu. C'est toujours à l'image, donc ce que vous faites, voilà. C'est toujours à l'image de ce que vous vivez, ce que vous sentez. Exact. Et donc, mon retour en 2004, c'était comme ça. C'était parce qu'il y avait le besoin. Il n'y avait pas un chanteur chabi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chanteur chabi, mais on voulait que je revienne pour représenter la chanson d'Alger. Dans un spectacle qu'on a fait, un grand spectacle,
organisé par la communauté, toutes les forces, le CCA, les centres communautaires, et il y avait des artistes, etc. Et j'étais parmi eux, c'était d'une façon bénévole. Et on a continué comme ça, et depuis, je chante, c'est-à-dire j'utilise mon nom. Et avec le temps, en 2007, j'ai fait un CD, Zint El Bouldan. C'est un peu la nostalgie, ça ressort toujours, hein, on ne veut pas, on est nostalgique, on aime notre pays. Notre façon de le dire, c'est en prenant une guitare et le chanter. Maintenant, il y en a qui ont de la facilité à le dire dans une langue, dans un style, dans une façon de faire. Moi, je l'ai fait à ma façon. Après ça, bon, j'ai fait des voyages en Algérie pour faire la promotion de ce CD-là. Et j'ai vu que, justement, il y avait un besoin, on dirait. On m'a tendu, on m'a ouvert les bras. Les journalistes, j'ai vu en eux une oreille qui était prête à m'écouter, qui était prête à me recevoir. Et je sentais, et ils me le disaient carrément, viens, tu as ta place ici. Et c'est ce que je voulais aussi. Hein. On le fait d'une façon solitaire un peu à l'extérieur, dans mon cas à Montréal. On a besoin d'être reconnu en Algérie. On dirait qu'il y a une place qu'on veut pas s'accaparer, mais on dirait qu'on a le droit à cette portion-là, à cette place-là, et on veut se l'approprier. Et c'est un peu ça qui était mon souci. À un moment donné, j'étais étudiant, j'étais journaliste, j'étais chanteur débutant. J'ai développé dans certaines sphères un savoir-faire. Et à un moment donné, je regarde vers le pays, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que je serais devenu si j'étais resté là-bas? Est-ce que ça serait la même chose? Est-ce que j'ai reculé? Est-ce que j'ai avancé? Ça vaut la peine d'essayer. C'est par le biais de mes produits que j'essaye de tenter de regagner ma place là-bas. Et ça serait ma réussite si je serais reconnu. C'est justement en 2007, quand j'ai fait mon premier CD, que j'ai approché la communauté artistique là-bas et j'ai vu qu'il y avait un tarhab de la part des artistes qui ne regardaient pas en moi jalousement ou ils étaient là, ils s'accrochaient à moi. Les journalistes qui étaient mes copains dans une autre sphère, dans un autre, pas une autre vie, mais une autre période, qui sont toujours mes amis et ils me reçoivent. Et quand je les approche pour travailler ensemble pour un article ou une émission télé ou radio, ça se passe bien, j'ai la facilité à m'exprimer et c'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils me disent que malheureusement, justement, dans notre pays, la plupart des artistes, ils excellent par leur voix, ils chantent bien, mais ce n'est pas tout le monde qui est instruit, ce n'est pas tout le monde qui sait parler. Et donc, il y a un manque. Quand on se compare à ce qui se fait ailleurs, il y a des docteurs sans complexe qui chantent. Dans des pays comme, en tout cas, dans d'autres pays, je ne dis pas qu'ils se respectent, mais j'aimerais que, justement, changer cette réalité-là pour le mieux. Voilà, je ne vais pas dire plus. Super. Si on parle un peu de vos réalisations, justement, vous avez réalisé aussi un deuxième album. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était en 2009, c'est ça? C'était en 2010. En 2010, Ressourcement, justement, c'était un peu la consécration. Le premier n'était pas meilleur. Ce deuxième-là, j'ai mis plus d'accent, plus ça se voit qu'il y a un travail mûr. Un peu plus raffiné. Un peu plus raffiné. Et puis, j'ai approché des gens du milieu artistique, les meilleurs. Que ce soit l'arrangeur, que ce soit les musiciens, que ce soit les autres chanteurs qui ont joué avec moi. Tout était parfait. Même le studio que j'ai pris. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait en 2 jours, comme le font beaucoup. C'est un travail dans le studio qui m'a pris 30 jours. Tout un mois. Que pour l'enregistrement? Que pour l'enregistrement et l'arrangement. Donc vous teniez à ce que ça soit vraiment quelque chose de parfait? Moi j'ai pris, je ne voulais pas faire de balises. Je voulais sortir de là avec un produit sûr, un produit de qualité. Et heureusement, les critiques sont bonnes.
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est bidon. Pour moi, c'est une réussite. C'est clair que je suis fier de toute l'équipe d'ici et de là-bas. Les gens d'ici, ce sont mes amis musiciens, mais aussi mes amis artistes. La conception de Mohamed Aziz, les premières touches de mes musiciens, je ne vais pas les nommer, qu'ils m'excusent. C'est ici que le squelette est fait. J'arrive là-bas avec un produit, que ce soit d'équipe ou individuel, peu importe, mais c'est un produit qui se respecte. Là-bas, quand on le donne à un professionnel comme Zino Kandour, qu'on voit à la télévision, un petit maigrichon comme ça, jeune, mais c'est incroyable. Il en a dans la tête, c'est fou. Je lui ai dit, si je réussis un jour, ça serait toi. C'est toi qui m'ouvrirais avec ce CD-là les portes du succès. Pourquoi? Parce que tu lui donnes un papier froissé, il va... Je ne sais pas comment faire. De créer un truc c'est formidable. incroyable, parce qu'il m'écoute. Quand je lui dis... Parce que moi, je les vis, mes chansons. Que ce soit le texte ou la musique, ça ne vient pas comme ça. Si je choisis, par exemple, un air, c'est clair qu'il faut que ça réponde à un besoin d'expression, une idée que je veux transmettre, etc. Alors, ce n'est pas fortuit. Le choix des instruments, par exemple, quand je fais une chanson mélancolique, il faudrait qu'elle épouse un mode mélancolique, une couleur d'instrument mélancolique, la percussion et le rythme, il faut qu'ils soient lents pour justement que le message passe adéquatement et que l'écoute va être agréable. Quand je veux parler de joie, il faudrait que le choix d'instruments soit approprié aussi. Alors il va y avoir des tambours, je sais pas moi, toutes sortes de choses pour faire penser à la fête. Le rythme, il faut qu'il soit cadencé ou la cadence soit plus rythmée. Tout ça. Et les paroles soient plus en tout cas, tout est étudié. Alors quand je lui ai pas, je lui ai dit, voilà, cette chanson, je veux parler de ça, il faut que ça soit comme ça, etc. Ok. Moi, je vais dans mon salon, je reçois mes amis journalistes, mes amis artistes, etc. Lui, il est en train de travailler. Je l'écoute un peu, je suis. Mais une journée après, il me dit, voilà, est-ce que ça correspond à ce que tu m'as dit? Je l'embrasse. Je lui dis, mais c'est exactement ça. Je ne le dérange pas, je le laisse travailler. Et je sens à chaque fois qu'il m'écoute d'une façon, c'est-à-dire il m'écoute, voilà. Alors le prochain, je ne peux pas travailler avec un autre, à part lui. C'est lui qui va faire mon troisième. Vous entourez que des meilleurs, quoi. Et pour l'exécution, les instrumentistes, j'ai pris les meilleurs, bien sûr dans le domaine, il y en a beaucoup en Algérie. Tout à fait. C'est incroyable, ils sont tellement intelligents et expérimentés, j'étais surpris. Tu lui dis, je veux ici une touche tzigane. Il te la donne. Un bon johniste qui d'habitude joue avec des rouabi, il me surprend en prenant une guitare, il va faire un jeu à l'espagnol. Parce que tu lui demandes, si tu ne lui demandes pas, il ne le fait pas. Alors, c'est tout ça, tout ce travail d'équipe qui ressort dans un travail comme ça du CD que j'ai appelé ressourcement. Pourquoi ressourcement? Pour moi, c'est clair, c'était le voyage qui était pour moi une façon de se ressourcer. Ressourcer par quoi? Par le fait de visiter plein de régions, plein de plats qui donnent des styles propres à ces régions-là. Un peu de bédouin, un peu de constantinois, un peu d'algérois, un peu de kabyle, un peu de jazz, un peu de merengue. Donc, tout ce qui relie ces 8 chansons-là, c'est la voix et la façon de faire qui est un peu la même. Mais sinon, les couleurs sont différentes. Quand on prend par exemple n'importe quel CD classique, c'est toujours les mêmes instruments. Ici, dans ce CD-là, non, aucune pièce ne ressemble à une autre. Et j'appellerais ça une richesse. Elle vient d'où? Pas seulement de moi, mais
de la façon de voir ce pays-là, culturellement, artistiquement, et on essaie de se ressourcer de cette façon. Un artiste, c'est comme ça. Moi, si je mange, en tout cas, je vis de l'art, je me nourris d'art, et ma façon d'exprimer ce rattachement à un pays, c'est juste une réponse. Moi, je suis un passager et je prends de partout et j'offre ce produit à ma manière. Donc c'est assez spontané et c'est peut-être le secret de la réussite du produit. D'ailleurs, donc ça vient de vous, c'est sincère. C'est sincère. Comme expression. Moi, ça me prend beaucoup de temps. Je ne fais pas des CD à chaque mois. Ça me prend plus qu'1 an. Et 1 an, travail acharné. Quand je suis dans mon taxi, au lieu d'attendre mon appel comme ça, à regarder ou placoter avec un copain, je parle beaucoup avec des gens, oui, mais parfois j'ai mon instrument de musique, ma plume, etc. J'écris. En train de peaufiner tel morceau, tel extrait. Voilà. Et tout. Alors, moi, c'est clair que, d'ailleurs, mon objectif prochain, c'est c'est de prendre un congé sabbatique. Je ne fais que de l'art. C'est-à-dire que je vais produire, et j'aimerais produire, et je suis heureux à produire. Je produis des CD, c'est-à-dire des chansons, mais aussi, d'un autre côté, permettre aux gens d'ici d'écouter ce qui se produit en Algérie. Et donc, j'ai pensé à produire des artistes et j'ai commencé à le faire. Tout à fait, j'allais y revenir justement. Donc, je disais au début de l'émission que vous êtes le leader du Chabi et de la culture algérienne au Canada. Et vous allez encore plus loin dans votre activité en invitant vous-même et en prenant l'initiative d'organiser en fait des spectacles ici, en invitant des gens d'Algérie ou installés en France en tout cas, pour permettre à la communauté ici de rester en contact et d'avoir les tout récents... Comme je vous ai dit, c'est un besoin. Je ne suis pas le premier à produire des spectacles. Je ne suis pas le premier à inviter des artistes. Mais le secret ou l'idée, c'est que quand c'est un artiste qui appelle un artiste, c'est pas pareil. J'ai toujours aidé les producteurs ou les pseudo-producteurs à faire venir, à réussir leur soirée. Je l'ai toujours fait avec plaisir. J'ai beaucoup appris d'ailleurs. Moi, je le fais d'une autre manière. Il y a un public qui est prêt à vivre des expériences comme ça magiques, dans la sérénité. Les gens veulent sortir, mais à condition de leur permettre de sortir dans un cadre approprié. Les familles, oui, on peut vivre à l'aise, etc., mais se nourrir, c'est important. Se nourrir de la culture, c'est très important. Alors, faire venir quelqu'un, les gens sortent parce qu'ils ont confiance. Pourquoi ils font confiance à un artiste comme moi? Parce que tout simplement, je suis sincère, je fais venir des amis que je connais qui sont bons dans ce qu'ils entreprennent. Ils viennent ici avec amour, ils veulent rencontrer la communauté ici, mais la communauté a besoin de respirer culturellement. Et moi, je ne fais que répondre à ce besoin-là. Et j'aimerais pas dire, je ne le dirai plus, j'ai monté une équipe, il y a des gens qui m'aident, il y a des gens derrière, que ce soit des artistes, que ce soit des gens, comment dire ça, des commanditaires, des gens spécialisés chacun dans son domaine, des vendeurs, en tout cas, toutes sortes de monde qui veulent apporter quelque chose. J'ai beaucoup cru dans le bénévolat, ça aide beaucoup, mais ça ne reste pas, c'est fatigant. Les gens sont prêts à payer pour voir un spectacle de qualité. Absolument. On a appris à l'américaine de réussir des spectacles. Ça prend des sous. On peut réussir des coups comme ça, organiser des spectacles sans pour autant piocher dans la poche des gens. On peut trouver des gens qui veulent
faire de la promotion de leur entreprise et leur permettre un petit espace publicitaire. Ça va aider la culture. La culture sans argent ne peut pas aller loin. Il faut qu'on le comprenne. La gratuité ne mène nulle part. Juste à parler d'une expérience comme ça que j'ai vécue en Algérie ou que je remarque en Algérie, il y a beaucoup de festivals. Il y a beaucoup de manifestations culturelles. Ça aide les gens à sortir, ça aide les artistes à se produire. Mais le problème, c'est que ça tue, d'un autre côté, la spontanéité. Les gens, maintenant, ont de la misère à aller payer des sous pour voir un chanteur. Ça, si ce n'est pas la municipalité ou l'État en général qui le produit, il n'y a rien qui se fait. Et ça tue la culture populaire. En tout cas, on peut parler de... Donc à court terme, en fait, ça permet d'avoir un accès à la culture, à la promotion, sauf qu'à long terme, ça bloque un peu et ça limite un peu cette production, absolument. Parce que le consommateur ou le citoyen algérien dont on parle, il est habitué à voir des spectacles qui sont déjà financés par l'État. Et là, à un moment donné, on propose des spectacles payants et il y a moins de réceptivité. Exact. À un moment donné, moi, je rêvais de faire un spectacle en Algérie, juste pour moi, un gala, etc. Mais les gens me disaient, attention, ce n'est pas l'Amérique, là, c'est différent. C'est ça, parce que si c'est payant, les gens ne vont pas venir, parce qu'ils ont le choix. Ils ne te connaissent même pas. Comment ils vont payer 200 dinars pour venir te voir, qui tu es? Ils vont payer, en tout cas. Si je peux me permettre, en fait, sur un tout autre ordre d'idée, c'est un problème qui touche un peu pas mal de domaines, je crois, cette gratuité. En fait, ça vient un peu des dernières décennies où bon, le régime politique qui faisait en sorte que c'est ça, on s'habitue. Et ça a entraîné encore beaucoup plus de dégâts que juste ça. Ça aide beaucoup. Organiser un festival. Non, l'idée c'est-à-dire, ce n'est pas pour critiquer la façon de faire, mais heureusement qu'il y a l'État fort qui va permettre justement la gratuité parce qu'il y a un besoin et il faut appeler les gens à sortir, etc. Il y a un bon côté clair, je ne discute pas ça. Mais moi, je vois le parallèle entre, par exemple, ici et là-bas. Ici, et ailleurs d'ailleurs, même en Algérie, l'argent c'est très important dans tout. L'art a besoin de l'apport financier. C'est ça l'idée que je veux ressortir. C'est-à-dire qu'en parlant d'ici, il faut beaucoup d'argent pour produire un spectacle, oui. Tout à fait. Et donc, mais il y a moyen de permettre à des gens d'assister à un spectacle sans pour autant se déprimer. Absolument, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, ça a plu à pas mal de gens. Hein. J'ai assisté moi-même à des spectacles que vous organisez et franchement, la réponse des gens est absolument à souligner. Je me rappelle la dernière fois, il y avait Hamido et la salle était archi comble. Ouais. Les gens ils voulaient même plus s'asseoir. Tout le monde dansait, ouais. Il y avait plus de monde debout que des gens assis. Et c'est clair, justement, ça ne vient pas fortuitement. Il y a la confiance qui s'établit, la façon de faire, l'équipe qui travaille, etc. Ça attire les gens. Ils veulent saluer le travail bien fait, ils ne veulent plus de médiocrité. Ils veulent, quand ils viennent assister à un spectacle, avoir une belle scène, une belle salle, beaucoup d'artistes, etc. Une bonne organisation en général. Mais s'ils viennent et ils voient qu'il y a de l'amateurisme, ils ne reviendront plus. Et c'est un peu ça qu'on essaie de bâtir, la confiance. Et, à travers la qualité. À travers la qualité. En tout cas, elle était là la dernière fois et franchement, au nom de toute la communauté, je vous remercie en fait de cette initiative. Je vous encourage à en faire d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Rappelez-moi, il y a quelque chose qui se prépare bientôt justement. Oui, de toute façon, moi je continue à travailler, c'est certain. Je ne le fais pas à chaque mois. J'aimerais bien, mais c'est difficile. Hein? C'est beaucoup de travail, la promotion, etc. Et c'est tout un processus. Absolument. Je ne vais pas vous parler de tout. On veut proposer quelque chose de bonne qualité. C'est ça. Et non pas quelque chose qui se voilà. répète souvent. Alors, moi j'ai un programme, j'ai un agenda. Je vais vous citer juste quelques noms comme ça, juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Le prochain invité, ça va être Mourad Jafri, un chanteur algérois. Je suis en contact aussi avec Jemaï Family Swilh, qui a accepté de venir justement sous ma bannière.
ça va être mon invité. Je pense qu'il va venir pour la première fois. Pour la première fois, oui, et ça va être un one-man show. Je ne sais pas maintenant si je vais le coupler avec un chanteur ou bien il va faire... Je vais voir. De toute façon, les gens, quand ils vont venir, c'est sûr qu'ils vont avoir pour leur argent, ils ne vont pas regretter. Ils ne viennent pas pour écouter juste une heure, ça va être... Et puis, on mise toujours sur la qualité. Il va y avoir Semer Lassimi, il va y avoir dans un an ou deux le retour de Hamidou qui nous a concocté une belle soirée. C'était absolument phénoménal, ouais. De toute façon, il y a une série et je ne vais pas me limiter aux Algérois. J'ai commencé par mes amis qui ont fait avec moi mon CD. C'est une façon de les remercier et de leur dire merci d'avoir accepté de jouer avec moi dans mon CD. Mais je veux m'ouvrir aussi sur d'autres styles. J'ai pensé et j'ai commencé à parler à d'autres, dans d'autres styles comme par exemple Salim Chaoui, qui est très connu en Algérie. Que les gens connaissent d'ailleurs. Il fait de la chanson variée, mais surtout Chaoui. Et je vous en dirai plus au moment approprié. Et parlant d'artistes et d'invités, j'ai entendu dire en fait que vous prenez, vous portez une attention absolument exceptionnelle vis-à-vis de vos invités avec une générosité qui est tout en votre honneur. Et ça rajoute un peu à vos qualités artistiques en tant que personne d'ailleurs. C'est clair, moi quand j'invite un ami, c'est le voir comme un ami. Ça veut dire je ne dis pas qu'est-ce que je leur fais, c'est sûr que quand ils vont partir, c'est sûr que jusqu'à maintenant, tous les amis que j'ai invités, ils ont parlé de moi, je ne leur ai pas demandé ça, mais ça vient du cœur, je suis un artiste. Et il y a une chimie aussi qui se crée. Un ami, quand il vient chez toi, c'est un ami, tu prends soin de lui, c'est naturel. C'est ça, on a l'impression, comment vous vous comportez avec eux, on n'a pas l'impression que c'est vraiment le rapport entre organisateur et artiste. On a l'impression que c'est vraiment de l'amitié. Ils viennent d'ailleurs chez vous, vous les accueillez la porte ouverte et c'est tout en votre honneur. Jamal Lahlou, comme on dit chez nous, قعدة حلات بزاف وكلام معك يعني ما ينشبعش كما يقولوا. Donc on arrive à la fin de notre émission. Un petit mot pour la communauté. En tout cas pour la communauté, c'est sûr que j'aimerais qu'ils soient tranquilles. J'aimerais qu'ils comprennent une chose, qu'on grandit en nombre, mais en qualité aussi. Le besoin artistique ou le besoin culturel est là. Il y a des gens qui vont prendre ou qui prennent le flambeau. Parmi eux, moi et mon équipe, on travaille avec plaisir. Il y a une volonté d'aller de l'avant. On répond aux besoins. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut suivre. Il faut faire confiance. Et voilà, on ne vous abandonne pas. C'est clair. Très bien. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous remercie de votre écoute. Restez fidèles à notre émission, ce n'est qu'un début, ce n'est que le numéro 1, pardon. On vous promet des invités aussi spéciaux que Jamal Lahlou. Donc on vous revoit la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à la prochaine.